Catherine Michaud dirige l'agence Auditoire Shopper. Alors Auditoire Shopper fait partie du groupe Auditoire qui fait lui-même partie de TBWA, qui fait lui-même partie d'Omnicom. Oh oui, c'est une grande et belle famille, et justement Catherine dirige l'agence qui s'occupe de tout ce qui est shopper, c'est-à-dire le côté communication, hors média, influence et opérationnel. En d'autres termes, les clients qui font confiance à Catherine et son équipe, une équipe de 30 personnes tout de même, réussissent à développer leurs ventes, et nous sommes donc, vous l'avez bien compris, chers auditrices, auditeurs, du côté communication qui fait vendre. Et justement, moi qui ai l'habitude de la communication corporate, j'avoue que j'ai pris un énorme plaisir à redécouvrir ces métiers de la communication qui sont fondamentaux parce que, encore une fois, je le dis, ça aide à vendre et les marques ont toutes besoin de vendre, bien évidemment. Alors nous allons parler d'influence avec Catherine, nous allons parler évidemment de digital, nous allons parler de vente, oui mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Bref, vous allez découvrir la communication hors média, qui n'est donc pas celle qu'on voit dans les médias traditionnels comme la télé ou la presse. Et vous allez voir, c'est absolument passionnant parce que, je le redis, cette communication fait vendre. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous laisse écouter Catherine Michaud, CEO d'Auditoire Shopper. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Catherine. Bonjour. Catherine, tu diriges Auditoire Shopper. Alors certaines personnes connaissent Auditoire, d'autres connaissent TBWA, d'autres ne connaissent pas nécessairement Auditoire Shopper. Je te laisse présenter la maison et puis après on va rentrer dans des sujets qui sont extrêmement importants et extrêmement intéressants. Mais je te laisse déjà présenter la maison et puis peut-être te présenter toi-même s'il te plaît. Alors cette maison, elle a un petit côté poupée russe, puisque si on remonte même au-dessus de TBWA, il s'agit d'Omnicom. Et Omnicom est un réseau international composé d'un certain nombre de verticales dans laquelle TBWA abrite des expertises. Le groupe auditoire est l'expertise dédiée à l'événementiel. Et au sein de ce groupe, j'ai créé une diversification Auditoire Shopper dont le cœur de métier est de s'intéresser à l'expérience client sous toutes ses formes, car aujourd'hui, du moment où on se réveille, où on ouvre son téléphone jusqu'au moment où on va rentrer chez soi le soir, on aura été confronté à énormément de points de contact physiques, digitaux, dans lesquels il y a du média, l'achat d'espace dont nous ne nous occupons pas, et du hors média, qui est une énorme partie aujourd'hui de l'expérience client en magasin, dans la rue, sur son téléphone, dans sa boîte aux lettres, etc. Tout ça, c'est le métier d'Auditoire Shopper. Alors d'autant plus que nous avons de moins en moins de temps de cerveau disponible. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. C'est pas pour autant qu'on va pas, de manière malheureusement parfois un peu intrusive, s'adresser aux citoyens, consommateurs, donateurs, en tout cas les gens dans toutes leurs dimensions. Et c'est là où on s'aperçoit que chaque nouveau point de contact n'a jamais annulé l'ancien, ou très peu, à part peut-être la boîte aux lettres, qui est peut-être celui qui aujourd'hui est en train de disparaître avec un certain nombre de législations, mais il pourrait revenir. Ça vous a pas échappé que Castorama vient d'annoncer qu'ils relançaient leur catalogue papier, alors qu'ils faisaient partie de ceux qui avaient arrêté pour digitaliser l'ensemble de leur communication. Ce qui veut dire selon toi que le monde tout digital... Alors, il existe pour les plus jeunes générations, évidemment, mais est-ce qu'il existe au final pour tous les consommateurs et toutes les consommatrices ? Alors, même pour les jeunes générations, le monde 100% digital est pas complètement digitalisé, puisque on va être dans son canapé sur lafnac.com pour choisir son enceinte, mais finalement, on a quand même envie d'aller un petit peu l'essayer dans le magasin, et là, on va voir ce qu'on appelle de la PLV, on va voir des communications avec des affiches, peut-être des leaflets, et tout ça va permettre aux jeunes générations et à toutes les générations de compléter de l'information avec du physique, même des gens, puisque quand on va être à la Fnac, on va avoir des vendeurs qui sont des conseillers et qui vont eux aussi participer à l'expérience d'achat de toutes les générations. Oui, aujourd'hui, les jeunes générations, ou en tout cas les générations digital natives, vont avoir une facilité d'entrer dans l'expérience client par le digital, mais ça pourra largement se finir en point de vente. Aujourd'hui, par exemple, il y a une multiplication de ce qu'on appelle les pop-up. Les pop-up stores, même s'ils ne vendent pas toujours, sont des lieux éphémères
qui existe aujourd'hui, alors beaucoup dans Paris, mais aussi dans d'autres villes, quand les marques ont besoin de pousser ou de montrer une nouveauté. C'est 3 jours, par exemple, La Neige, la marque de Sephora qui va ouvrir un pop-up pour présenter des produits. C'est Maison du Monde, où on fait, par exemple, en ce moment, on appelle ça une tournée, un peu comme un concert, et on va installer un Airstream dans plein de villes de France pour présenter les nouveaux produits. C'est par exemple Ferrero qui fait un pop-up dans les festivals pour présenter ses nouveaux produits Kinder Glass. Et donc ça multiplie des expériences physiques qui vont toucher plutôt les jeunes générations d'ailleurs, parce qu'elles sont à l'affût de la surprise et de la nouveauté. Et je rajouterais que l'amplification passe par les influenceurs, car eux-mêmes vont être invités en avant-première dans ces lieux pour les découvrir, faire des contenus. Ces contenus vont être diffusés et vont toucher notre audience qui, ensuite, en drive to store, pardon pour l'anglicisme, mais en création de trafic, vont venir dans les points de vente et les pop-up stores. Donc au final, c'est ce qui se passait déjà il y a fort longtemps, il y a presque 50 ans. Pas de la même manière, bien entendu, mais les influenceurs étaient des stars. Rappelle-toi de Luxe, le savon des stars. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, n'importe qui, entre guillemets, peut devenir ce fameux influenceur. Je trouve ça sensationnel. Alors, ce qui a changé, c'est le fait que quand il y avait une personnalité, donc une star, qui était l'ambassadeur ou l'ambassadrice d'une marque, elle avait toute sa notoriété par ce qu'elle faisait à côté. Et c'est son métier d'à côté qui fait que cette personne était connue. Ça pouvait être dans le monde du cinéma, dans le monde du sport, dans le monde de l'art, par exemple. Aujourd'hui, il y a 3 catégories d'influenceurs. Il y a les stars, qui sont toujours des ambassadeurs, ambassadrices, mais qui ont leur audience aussi en digital. Donc, on va les appeler influenceurs, mais en vrai, ils ont un métier. Si je prends l'exemple de Norbert, qui est un chef, qui a gagné Top Chef, il est avant tout chef, mais il a une communauté énorme sur les réseaux sociaux. Donc, on parle de Norbert l'influenceur. Mais Norbert, il est cuisinier. En revanche, deuxième catégorie, il y a des personnes dont le métier même est influenceur. Léna Situation, par exemple, qui a une notoriété énorme. Elle devient presque journaliste par défaut. Elle a fait partie de gens qui ont très rarement pu interviewer Anna Wintour. Son métier, c'est influenceur. Et puis, il y a une 3e catégorie qui sont finalement des personnalités qui sont pas du tout influenceurs dans l'âme, c'est-à-dire postent assez peu, sont pas tellement dans les codes des réseaux sociaux, mais la moindre apparition va générer énormément d'engagement. Et ça, c'est plutôt les médias qui vont attraper ces personnalités pour en parler. Et cette 3e catégorie, finalement, c'est la plus rare, celle qui donne la plus de valeur, mais la plus difficile à attraper parce qu'elle va être assez peu enclin à faire des choses pour les marques. Alors, est-ce que tu peux donner justement des noms? Parce qu'autant la situation, tout le monde la connaît, les rockstars, on les connaît aussi, mais justement, cette 3e catégorie d'influenceurs, c'est qui? Je donne quelques noms en espérant qu'ils soient suffisamment connus. Ce sont des influenceurs, entre guillemets, spécialisés? Ils peuvent être spécialisés, mais ils vont surtout avoir cet aspect un peu rare. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Casquette verte. Casquette verte, alors il faut aimer le jogging et être dans le domaine du running. Casquette verte, c'est un garçon qui court toujours avec une casquette verte. Son truc, c'est de courir. Les médias se sont intéressés à lui parce qu'il courait. Les médias ont fait l'écho de toutes ses courses parce qu'il participait à tout. Tous les matins, il va travailler 25 km en courant, etc. Et du coup, un peu malgré lui, il est devenu finalement une sorte d'icône dans l'univers du running, mais il n'a pas du tout cherché à être influenceur. Donc aujourd'hui, on va être intéressé par ce type de personnalités qui sont assez rarement OK pour pouvoir faire des collabs avec des marques, mais si elles acceptent, ça a beaucoup de valeur. Donc c'est un peu cette 3e catégorie. Il y a ceux qui sont les stars connus pour autre chose et qu'on va attraper, et c'est l'influence qui fait le job, mais finalement, ce sont avant tout des stars. Il y a ceux qui cherchent à exister en tant qu'influenceurs. Et puis, il y a une 3e catégorie, c'est pas des stars, c'est pas des influenceurs, mais on sait que dans leur communauté, ils vont avoir énormément d'engagement. Donc, d'un côté, tu as le celebrity endorsement, c'est-à-dire les grandes rockstars, les gens qui... Et ça a toujours existé. Tout ça existe depuis la nuit des temps. 2, qui existent depuis peut-être une 15aine d'années, ces fameux youtubeurs qui sont devenus des influenceurs ou qui ont fait de la télé-réalité. Les streamers, etc. Voilà, exactement. Et voilà.
Et puis Exactement. troisième, ce type qui est, alors tu prends Casquette Verte que je connaissais évidemment absolument pas, détestant courir, mais c'est pas le sujet, mais ce sont des gens qui sont devenus influenceurs malgré eux. Malgré eux, et qui finalement ne... Alors, je dirais qu'il y a peut-être une troisième dimension qui traverse ces trois catégories, qui est une dimension économique, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à créer un modèle économique de ce qu'ils font. Casquette Verte n'a pas décidé de devenir finalement un business model à travers ce qu'il fait. Ceux qui sont influenceurs nativement, oui, c'est que ça le sujet. Et les stars, bon bah ça peut être des compléments parce que bah finalement ils peuvent être ambassadeurs de marque et ça marche très très bien. Donc cette troisième catégorie, elle est plus rare parce que pour l'instant en tout cas, il y en a assez peu qui ont basculé sur bah je vais en faire un business model. Je comprends ce que tu veux dire. Encore une fois, c'est le côté malgré eux. Ils n'ont pas nécessairement pensé à comment gagner du pognon, contrairement à la deuxième catégorie, où là, c'est relativement clair, net et précis. Quoique je suis même pas certain que Léna Situation, au début, ait pensé qu'un jour, elle pourrait devenir cette grande femme qu'elle est, cette jeune femme formidable qu'elle est. Mais bon, écoute. Sûrement pas. C'est-à-dire qu'au départ, c'est en effet des ados, souvent. Hein, elle a démarré ado et ça l'amusait de raconter sa vie sur les réseaux sociaux en se montrant en train de se maquiller, etc. Elle a eu ses copines, c'est devenu plus grand et puis bah, elle est plus forte que les autres. Il y en a plein qui disparaissent passer le bac. Et Léna Situation a senti et avait en elle cette valeur ajoutée finalement de capacité à interagir avec les autres. Je vais prendre un dernier exemple, Inoxtag. Bon, on connaît Inoxtag, avant tout c'est un gamer. Il a sa communauté de gamers et tout d'un coup il a cette idée finalement de se dire tiens je vais faire quelque chose de hors norme et donc il a envie de créer son storytelling, sa légende avec l'Everest. À partir de là il change de catégorie et comme il est fort et intelligent peut-être plus que d'autres, il en fait quelque chose de très puissant médiatiquement parlant, avec son documentaire qui sort au cinéma, qui sort sur Netflix, aussi puissant que si ça avait été pris en main par une maison de cinéma. Je suis d'accord avec toi pour l'avoir rencontré, Inès, Inoxtag en l'occurrence. C'est vraiment un jeune homme absolument charmant. Et oui. Qui est bien élevé. Ça ressemble quelque part à Léna Mafouf, à savoir à Léna Situation. C'est-à-dire c'est des gamins qui sont bien élevés, qui viennent pas nécessairement de la haute, et qui ont cette chance, à force d'être bons, d'être passionnés. Léna est passionnée par plutôt ce qui était à l'époque le maquillage, etc. Inès, lui, c'est plutôt par le gaming, comme tu le dis très justement. Et puis après, il monte l'année dernière ce film, alors qui est extrêmement bien réalisé. Je mettrai quand même le lien vers ce film que tout le monde a vu sur YouTube. Bon, j'ai tenu 20 minutes quand même, ce qui était déjà beaucoup, je trouve. Mais je trouve ça absolument passionnant. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que finalement, les marques ont tout intérêt à collaborer avec un influenceur de catégorie 1, 2, 3, en fonction évidemment des budgets, en fonction évidemment des messages qu'elles veulent faire passer, mais toi, tu le conseilles régulièrement à tes clients, ou est-ce qu'ils ont, les clients, les marques, même en 2025, est-ce qu'elles ont encore cette réelle appétence pour l'influenceur? Alors, quand je prône une phrase qui peut sembler provocatrice, le hors média is the new media, on est parfaitement dans cette approche. Très simplement, on peut être émetteur de sa marque et on crée des contenus qui s'appellent des films publicitaires, qui s'appellent de l'affichage, qui s'appellent du cinéma, qui s'appellent de la radio. C'est très bien, il faut ça, on maîtrise son image et on raconte exactement ce que l'on veut. Et en complément de manière massive, puisqu'aujourd'hui on peut retourner le sablier, il y a plus d'investissement sur la partie hors média qu'en média, on fait porter des messages par des personnalités, on vient de prendre l'exemple d'Inoxtag ou de Léna Situation, mais plein d'autres, ces catégories d'influenceurs, qui vont s'approprier une marque parce qu'elles sont OK, même si elles gagnent de l'argent, personne n'est dupe là-dessus, et vont développer du contenu sur la marque lié à leur univers. En ce moment, pour une marque qui s'appelle Éléphant Bleu, les Car Wash, on a proposé à des influenceurs voitures, c'est des food voitures. Donc si on n'est pas food voiture, on ne les connaît pas forcément. Si on est food voiture, on les connaît. Ils ont des chaînes YouTube, ils font des essais de voitures, etc. On les a contactés, on a dit, est-ce que vous aimez l'éléphant bleu? Ah ouais, on adore. Quand on lave nos voitures qu'on adore, on va forcément là parce que il y a le jet à haute pression ceci, il y a l'aspirateur cela, il y a le rouleau. Seriez-vous d'accord pour en parler? Ils ont tous dit oui, ils étaient hyper contents. Bien sûr, ils sont rémunérés, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais tout d'un coup, ils racontent dans une vidéo de 20 minutes sur YouTube
Ils passent 10 minutes, ils sont dans le centre de lavage, ils expliquent, ils montent leur voiture, ils montrent pourquoi ça fait pas de rayures. C'est extrêmement puissant parce que ça vient compléter ce que Éléphant Bleu ne pourra jamais raconter dans un spot télé. Et même si elle le raconte, il y a toujours un sujet de « bah oui, c'est de la pub ». Quand tout d'un coup, c'est Sans bornes ou il y a un autre, par exemple, qui s'appelle Seb Delaunay, qui sont des fous de voiture, qui expliquent tout ce qui se passe en centre de lavage, la crédibilité et la puissance sont démultipliées. Ce hors-média-là, il est extrêmement intéressant et aujourd'hui, nous conseillons à des marques, même des marques qui ne seraient pas forcément de ce qu'on appelle des love brands, de travailler avec des influenceurs. Je vais prendre un exemple d'une marque, quand je vais vous la citer, je ne pense pas que vous direz que c'est une love brand. L'assurance maladie, c'est une marque utile, mais ce n'est pas une love brand. Eh bien, quand nous voulons parler de handifaction, qui est le parcours pour faciliter l'accès aux soins aux handicapés, ça s'appelle handifaction, on est allé parler à des personnalités qui ont des handicaps. Donc, par exemple, il y a un chef cuisinier qui est sourd. Il y a une ex-Miss France qui également a un handicap. Et on leur a demandé si on pouvait travailler avec eux pour communiquer sur le contenu de tout ce parcours. Parce qu'en plus, c'est un peu long à expliquer. Sur un spot publicitaire, on ne pourra pas expliquer tout ça. Et si on le met sur un site internet, ce que l'on fait, dans le fond, c'est un peu le mode d'emploi, c'est un peu le back-office, personne n'ira. En revanche, tous ceux qui suivent l'actualité de ces personnalités ont tout d'un coup découvert, et surtout on mesure, ce que je ne vous ai pas dit depuis le début, c'est que dans le hors-média, l'outil de mesure, il est clé. On appelle ça les KPIs, les Key Performance Indicators, qui permettent de s'assurer de l'efficacité de tout ce qui est fait. Alors, l'efficacité, on va la mesurer à 2 niveaux. Le premier niveau, ce sera un niveau d'interaction, parce que avec le digital et notamment les plateformes réseaux sociaux, on peut tout savoir, combien de gens ont vu, combien de gens ont partagé, le taux de complétion, combien de temps ils sont passés, etc. Et puis, on fait une deuxième catégorie de mesures qui est liée à qu'est-ce que le client a fait à la fin. Est-ce qu'il s'est inscrit? Est-ce qu'il a acheté? Éléphant Bleu, on mesure in fine, le trafic dans les centres. C'est-à-dire qu'il y a le trafic sur la vidéo YouTube de Seb Delaunay, mais on mesure aussi le trafic dans les centres. Et on sait exactement s'il y a eu plus de personnes qui sont venues post-vidéo. Voilà. Donc, comme on pourrait le faire sur des spots télé. Mais souvent, sur la publicité, on n'intègre pas le KPIs du commerce. Nous, on l'intègre parce que le hors-média a toujours eu historiquement cet enjeu de business. Création de trafic, business. Ça, c'est très, très important. Comprenez bien qu'on est dans une communication qui sert à quelque chose. Souvent, tout le monde se cache derrière des KPIs. Et puis, en fait, personne ne sait les lire. Grosso modo, on va regarder en digital les impressions. On va regarder quelques interactions, les commentaires, les likes. Bon, ça n'a globalement aucune espèce d'intérêt. Et globalement, personne ne sait les lire. J'étais hier jury dans un prix de communication. Et quand vous avez des gens qui osent présenter un dossier où il y a eu 200 vues sur leur vidéo YouTube, t'as envie de leur dire, excuse-moi, mais je crois que tu n'as rien compris à ce qui était diffusé sur YouTube. Bon, c'est une parenthèse, mais qui montre bien à quel point aujourd'hui, même en France, en 2025, on n'a pas l'habitude des vrais chiffres. Et là, tu es en train de nous parler, Catherine, des vrais chiffres, à savoir, est-ce qu'il y a eu du drive to store? Grosso modo, est-ce que les gens sont venus chez toi? C'est assez basique, ça s'appelle du commerce. C'est la plus belle chose qui soit. Tous les communicants sont des commerçants, ils ne veulent pas l'avouer pour beaucoup, mais c'est la putain de réalité. Je veux que vous compreniez que nous ne sommes pas là pour faire du bleu, du rouge ou du joli ou de super intelligent avec un effet waouh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres, les vrais chiffres. Et idéalement, les chiffres de vente. Est-ce que tu dirais, Catherine, qu'aujourd'hui, tu dis alors, hors média is the new media, donc vous avez bien compris ce qui n'est pas dans les médias. Le média classique, tu le disais, la publicité, la presse, la télé évidemment ou la radio. Mais est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est devenu finalement la chose la plus certaine? Parce qu'on sait mesurer les choses très clairement. Tu parlais d'éléphants bleus, les mecs ils savent pertinemment combien de personnes sont venues dans leur centre pour faire laver leur bagnole. Ce que l'on sait, c'est que quand on fait du média, le média a toujours historiquement mis en place des outils de mesure globalement de ce qu'on appelle l'audience. Et donc, on s'arrêtait à ça. Et puis, le hors-média, historiquement, on mesurait plus que ça, puisqu'on mesurait le nombre de personnes qui avaient répondu, qui avaient acheté, qui avaient, par rapport au marketing direct qui était en boîte aux lettres. Aujourd'hui, on a passé un cap majeur, puisque par le digital, on peut avoir ces mêmes outils de mesure très précis,
mais avec une ampleur beaucoup plus forte. Et donc, là où, oui, on a aujourd'hui une accélération de l'intérêt pour le hors-média, c'est que c'est des outils de mesure qui poussent au commerce, mais aussi parce que le contenu va parler du produit, va parler de l'expérience client et va donner envie d'acheter, d'essayer, de s'abonner, etc. Là où la publicité va plus être un travail sur l'image. C'est la complémentarité. Le hors-média is the new media ne veut pas dire que le média traditionnel n'a pas un intérêt. Mais il est différent. Il est vraiment brand quand la partie hors-média va vraiment être beaucoup plus sur le produit, le service et l'expérience client. Est-ce que tu dirais que tout bon professionnel de la communication, qu'il passe en agence ou qu'il passe chez l'annonceur, devrait avoir à un moment ou à un autre une expérience dans ce côté shopper? C'est-à-dire quelque chose de très tangible, de mesure, qui n'est pas du pipeau avec des impressions blablabla. Est-ce que selon toi, il faut qu'il y ait un passage pour être un super bon DIRCOM ou un très bon directeur du marketing? Moi, ça me paraît quand même être une évidence qu'à un moment, il faut regarder les chiffres et il faut savoir ce qui fonctionne. Et puis évidemment, les choses d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier et ne seront pas celles de demain, mais très clairement, pour moi, ça me paraît quand même le centre de formation du métier le plus intéressant qui soit. Alors, il y a une réponse à 2 détentes. La première détente, c'est que, qu'on le veuille ou non, dans un dîner en ville, un directeur de la communication, un directeur général, même un directeur marketing, vont avoir plus envie et être plus fiers de parler de leur film à la télé, parce qu'ils pensent que tout le monde l'a vu en termes d'audience, et puis c'est beau, il y a de l'esthétisme, etc., que de parler du nombre de personnes qui sont venues chez Éléphant Bleu laver leur voiture suite à une vidéo sur YouTube. Donc, la première dimension, elle est un peu une dimension de fierté et de désirabilité de la marque. On va plus parler de ce qu'on trouve beau et que ce que tout le monde a vu, que ce qui a été efficace. Le deuxième effet qui se coule, c'est que, par ailleurs, il n'empêche que ce même directeur de la communication, marketing ou DG, le lendemain, quand il est au bureau, ce qu'il va demander à ses équipes, c'est d'accélérer la partie efficacité business et de baisser un peu la visibilité télé. C'est pour ça que tout ce qui est médias traditionnels chute au profit du digital. C'est pas parce que c'est une mode, c'est parce que derrière, on peut avoir beaucoup plus d'efficacité commerce. De là à dire que toutes les directions de communication, marketing devraient passer par la compréhension du hors-média pour pouvoir mieux gérer l'écosystème entre image et commerce, oui, c'est important. Oui, s'ils le faisaient, on serait absolument ravis de parler avec eux et de les accueillir. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de DIRCOM qui sont des anciens d'agences et d'agences de hors-média. Donc souvent, ils ont appris ça et ils savent le pratiquer. Le point supplémentaire que je rajouterais là-dessus, c'est que les collaborateurs dans des agences de hors-média ont une vision globale et appréhendent très bien les autres points de contact. L'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que des gens qui travaillent dans la pub, souvent, la partie hors-média, non seulement ils vont pas vraiment s'y intéresser, mais ils savent pas trop comment ça marche. Non, mais c'est surtout pris pour un truc très cheap, qui n'est pas créatif, qui est pas vendeur. Donc c'est pour cette raison-là. Parce que souvent, la stratégie de la marque a été d'abord pensée par l'agence de publicité. Et de ce point de vue-là, why not? C'est-à-dire que le hors-média n'a pas de jalousie par rapport à ça et peut très bien attraper une stratégie de marque et travailler une stratégie des moyens ultra performante. Et ça, c'est très, très bien. Et donc, le hors-média va plus avoir, je vous dirais, un prisme stratégie des moyens quand les agences de publicité ont plus un prisme stratégie de la marque. Ok, c'est bien ce que tu me dis là, mais j'ai toujours été, moi, totalement convaincu d'une seule et unique chose dans la communication que je fais par le plus grand des hasards depuis 25 ans. C'est qu'on est là pour être efficace. C'est bien de faire des belles images, je suis le premier à le dire, et je suis le premier à tabasser à l'agence quand je suis pas content, et à très juste titre d'ailleurs. Et j'imagine que dans un groupe comme TBWA, où on a vraiment, et le groupe Omnicom, puisqu'il y a aussi DDB, donc le fameux Bill Bernbach, qui est le B en or pour les plus jeunes dans DDB, qui ne le savent pas, hélas. Mais très honnêtement, c'est vrai que la création, c'est magnifique, mais à un moment, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Les annonceurs, les entreprises, elles sont là pour vendre. Est-ce qu'au final, la jeunesse est consciente de ça? Parce que le décodeur de la com est né parce que des gamins, il y a 5 ans, étaient en train de dire « Bonjour, je cherche une alternance », ils s'appelaient à l'agence. J'étais tout seul parce qu'on était confinés ou déconfinés, on était sur le point 2. Et qu'à un moment, notre jeunesse a
dans la tête l'événementiel, le luxe et le graphisme. Je suis en train vraiment d'être très caricatural, mais les gamins ne me parlaient que de ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune idée du reste. Quel conseil tu donnerais justement, Catherine, à un jeune, ou d'ailleurs à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la com? Alors, c'est amusant parce que les 3 mots-clés, événementiel, luxe et le 3e, c'est graphisme, je les pratique au quotidien à 2 endroits. Dans l'agence, puisque nous travaillons pour du luxe, pas que, mais nous avons des marques de luxe. Porsche est notre 2e client. Le graphisme, tous les créatifs ont aujourd'hui un savoir-faire de graphiste, sauf la partie rédacteur, mais et notamment les scénographes, etc. Et l'événementiel fait partie des points de contact aujourd'hui pour l'expérience client, puisque les pop-up stores, les tournées, etc. Et le 2e endroit où ces 3 mots-clés sont très présents, c'est Penningen, qui est donc une école qui travaille au départ sur la dimension purement artistique, puisqu'on sort de Penningen, on est directeur artistique ou archi d'intérieur. Et Penningen a créé récemment une nouvelle filière qui s'appelle filière de la communication. Et donc, on sort de cette filière avec un diplôme de communicant, mais avec un ADN de création. Et qui dit création, communication, dit aussi mise en situation, scénographie. Et là, ils sont en train de travailler, mes élèves, sur leur mémoire de fin d'études. Et ils sont tous en train de travailler une mise en situation, une scénographie de leur grand projet qui va être présenté fin juin au jury. Donc, finalement, le conseil que je donnerais, c'est que c'est génial d'aimer le graphisme, le luxe et l'événementiel. Ces 3 ingrédients clés de ce qu'on fait en agence de communication et en particulier en médias. Et tout ça va se retrouver aussi sur le digital, parce que quand on fait de l'événementiel, on va l'amplifier par le digital. Quand on travaille en direction artistique, on va faire aussi bien de la scénographie que des posts, des vidéos pour les réseaux sociaux. Et finalement, on se retrouve avec toutes les dimensions qui sont beaucoup plus hybridées qu'avant, qui vont convoquer ces savoir-faire de graphisme, d'événementiel sur des marques de luxe et pas que. Et on s'aperçoit que même des collaborateurs qui viennent chez nous, dans le cadre d'un stage par exemple, ou d'une alternance en disant « je veux travailler sur des marques de luxe », ils commencent par Porsche. Et à la fin de l'alternance, ils sont fous de ce qu'on fait sur l'assurance maladie parce qu'on est à Wheel of Green avec un stand pour présenter la prévention des MST-IST sur les jeunes et ils trouvent ça incroyable. Et c'est de l'événementiel, mais c'est pas une marque de luxe et ça ne pose plus de problème. Donc c'est par l'expérimentation que les nouvelles générations, les étudiants qui peuvent rêver des marques de luxe vont s'apercevoir que c'est intéressant les marques de luxe, mais pas que, et que c'est plutôt l'expérience qu'on va faire vivre aux cibles qui a de la valeur. Et c'est là-dessus que nous, on veut les faire travailler et qu'on veut les engager à nos côtés. Est-ce qu'ils sont conscients, justement, que cette expérience est fondamentale? On va prendre un exemple extrêmement concret. Tu vas dans un resto, tu es mal servi, avec un serveur ou une serveuse qui est impoli, ça coûte un peu cher, surtout à Paris, tu as envie de foutre des claques. En tout cas, moi, je suis comme ça, et je m'en vais. Et je plaisante pas avec les commerçants. Et nous sommes des commerçants. Et tu le dis, ça s'appelle comment chez toi? Merci, auditoire shopper. Donc, est-ce que ces jeunes sont réellement conscients? Alors pas justement après avoir bossé sur Porsche, parce que c'est la méga classe, c'est des voitures absolument magnifiques, c'est une légende, un mythe. Et quand on fait la SMAL, l'assurance maladie, alors il y a des très très belles campagnes, il faut le rappeler, c'est un des premiers annonceurs en publicité de notre beau pays. Et un salut à Stéphane Fouquet, qui est un mec très très bien et qui est passé il y a quasiment 4 ans dans le décodeur. Mais très honnêtement, les gamins, finalement, ils sont conscients avant de travailler chez toi que l'expérience fait toute la différence? Ils le vivent, mais ils n'en sont pas conscients. Ils vont vivre l'expérience puisque eux-mêmes sont confrontés en tant que citoyens. Donc, toute la journée, ils vivent des expériences. Et là où il y a un mouvement à opérer, c'est de les faire réaliser que quand ils vont travailler en communication, il va falloir qu'ils décortiquent et qu'ils décodent ce que eux-mêmes vivent en tant que jeunes et clients pour le recommander dans le cadre des marques. Cette réflexion, décoder justement ce qu'on vit au quotidien, ce qui est loin d'être évident parce que vous êtes tellement habitués que clairement que vous vous dites oui, après tout c'est normal, ça fait X années que je vis ça. Quelque part, ce sont des capacités intellectuelles. C'est très bête ce que je dis, mais j'ai vu encore, je reviens sur ce fameux jury où j'étais hier, des écoles d'un même groupe ont travaillé sur une problématique assez complexe autour de l'agriculture. Et on a vu, cette école étant dans plein de villes en France, on a vu des copies rendues par ces gamins qui allaient d'une minable à l'exceptionnel.
il y a toujours, toi qui donnes des cours depuis très longtemps, tu sais pertinemment que dans une classe, il y a des gens qui ne servent strictement à rien, et il y en a d'autres qui vont prendre ta place et qui vont devenir les prochains Arthur Sadoun ou Séguéla. Ou Séguéla, en espérant qu'ils vivent aussi longtemps que lui, et surtout dans cette forme absolument olympique qu'il a, Jacques. Mais je reviens à du sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, les gamins qui sont en école, toi tu es à Penningen, ce sont des créatifs Penningen, j'en ai à l'agence des anciens Penningen, c'est une superbe école. Est-ce que tu vois que les mômes aujourd'hui arrivent à réfléchir plutôt qu'à produire un outil via l'IA, via Canva, qui sont devenus des choses, un peu faciles, entre guillemets, mais est-ce que tu les vois vraiment réfléchir, produire une intention et ensuite une stratégie dont va découler un contenu ou plutôt des contenus? Est-ce que tu les vois vraiment réfléchir et est-ce qu'on apprend ça aux mômes dans les écoles de com? Moi, j'ai fait une école de commerce, donc je t'avoue qu'on m'a appris à réfléchir plus ou moins bien, mais en école de com en 2025, je ne sais pas ce que c'est. On leur apprend à réfléchir? Toi qui es entre guillemets prof aussi. Ils sont perdus. Ils sont perdus parce que d'un côté, ils sont pas dupes de l'intelligence artificielle et qu'en rentrant tout dans ChatGPT, ils auront les réponses à peu près tout ce qu'ils demandent, y compris comment répondre à la question posée par le prof et comment organiser ma réponse et comment faire des images, etc., etc. Donc, quelque part, ils se disent, mais à quoi bon retenir, apprendre et réfléchir? Il suffit que je briefe bien mon IA. Mais de l'autre côté, ils se disent quand même, il y a un truc qui va pas. Je vais pas faire ma vie de prompt sur l'IA. Donc, il va bien falloir que moi, je crée quelque chose et que je sois utile. Et je rajouterai à ça qui crée une couche supplémentaire de désarroi, c'est que, et j'ai vu un Master 2 pas plus tard qu'en début de semaine, qui venait me demander des conseils pour sa recherche d'emploi, et il me dit, Catherine, je suis perdue, je vois aucune annonce. Il veut travailler dans la communication, annonceur ou agence. Je vois aucune annonce de junior. Je ne vois que des stagiaires ou des alternants ou sinon des 5 ans d'expérience. Et donc, il dit, en fait, nous, on est entre les deux, on va être une génération sacrifiée parce que on va être trop cher par rapport aux stagiaires qui fait des prompts toute la journée. Donc, moi, on va pas me recruter en junior pour faire des prompts toute la journée. On va me dire, en même temps, t'as pas assez d'expérience. Donc, moi, je veux des 5 ans d'expérience. Catherine, je coupe volontairement la parole. Il y a 30 ans, quand je suis sorti d'école de commerce, c'était la même. Donc, il va falloir arrêter. Alors, moi, je sais ce que je leur dis. C'est-à-dire que moi, je leur dis, rassurez-vous, il y a une chose que non seulement l'IA ne vous prendra pas, mais vous n'avez pas besoin d'avoir 5 ans d'expérience pour pouvoir le mettre en avant dans vos discussions, dans vos proactivités de recherche d'emploi, etc. C'est avoir des idées. Et avoir des idées, aujourd'hui, une IA ne peut pas avoir des idées car une IA ne crée rien. Elle ne fait qu'agréger sur une question qu'on lui pose. Donc, ce que je pousse, et à mes élèves et même dans l'agence, c'est de dire utilisez l'IA, c'est un super outil, vous allez gagner du temps, il n'y aura pas de faute d'orthographe et ce sera traduit dans toutes les langues si vous le souhaitez. Mais attention, s'il n'y a pas d'idée, ça restera nul. Donc, ce que j'essaye de faire avec mes élèves, et ça marche plutôt pas mal, parce que du coup, on voit vraiment ceux qui sont motivés et ceux qui ont je dirais, un cerveau construit pour faire de la communication, c'est-à-dire construit pour faire cet esprit d'escalier, pour penser à un aspect un peu subjectif du métier, c'est-à-dire que c'est pas forcément noir ou blanc quand il faut parler d'une marque, la positionner, etc. Et là, on voit vraiment des talents.